Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Et bonjour Thomas. Bonjour Laurence. Au sommaire d'Oser entreprendre ce matin. On va commencer par parler de la saga des TGV, un fameux train à grande vitesse. Et on va recevoir notre grand témoin, François Michalon, qui est conseiller en stratégie humaine pour sportifs de haut niveau et dirigeants d'entreprise. On va parler charge mentale, burn-out, bore-out, bref, la fatigue, le stress, l'ennui entreprise. Il est temps que les vacances arrivent, Laurence. Et on va, pour ceux qui travaillent, en revanche, cet été, on va parler de comment travailler pendant les Jeux Olympiques de Paris. Oui, ça va être notre cas, figurez-vous. Alors Thomas, comme vous venez de le dire, en partenariat avec le magazine Entreprendre, on entre dans les coulisses des entreprises. Premier épisode de votre saga, qui sera donc et qui est consacré au TGV, la marque des trains à grande vitesse. Oui, Laurence, parce que l'idée du TGV est née dans les années 60, à une époque où la France se modernisait et cherchait des alternatives à la voiture. L'objectif était de relier Paris à Lyon à grande vitesse, d'où le nom de train à grande vitesse. Mais sa première mise en circulation date de 1981. Ouais, et forcément, comment s'est déroulée l'évolution du TGV depuis ses débuts? Eh bien, le TGV a connu plusieurs générations avec des améliorations constantes en termes de vitesse, de confort et de sécurité. On a notamment vu des records de vitesse battus comme les 380 km/h du TGV Atlantique en 1981. Le TGV a également permis de relier des villes de plus en plus éloignées comme Paris et Marseille en moins de 3 heures. Au-delà de l'offre de transport, la SNCF franchit un cap en septembre 2000 avec la création de la marque TGV. Sa vocation est de faire passer le TGV d'une offre train à une offre multiservice afin de mobiliser et de symboliser la capacité de faire gagner à tous des moments de vie. Alors, et aujourd'hui, forcément, Thomas, la question qui se pose, quel est l'avenir du TGV? Eh bien, le TGV, malgré des années qui passent, continue à avoir un bel avenir devant lui. Il est capable de s'adapter aux nouveaux défis, comme la transition écologique, car la 5e génération baptisée TGV M pour modulaire, qui circulera à partir de 2025, promet de réduire de 20% la consommation d'énergie et d'améliorer de 37% le bilan carbone grâce aux avancées technologiques. Bref, le TGV continuera sans aucun doute à jouer un rôle majeur dans le transport ferroviaire français et européen. Laurence. Allez, on passe à votre témoin de la semaine, Thomas. Nous sommes en compagnie de François Michalon, conseil en stratégie humaine pour à la fois sportif de haut niveau et dirigeant d'entreprise et auteur du livre Burn-out, le vrai du faux chez La Providence. Bonjour François Michalon. Bonjour à tous. Bonjour François Michalon. Alors je monte tout de suite à la caméra pour ceux qui nous suivent sur sudradio.fr. Le livre que vous avez écrit et coécrit avec 2 médecins. Vous parlez du burn-out, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous dites que de la charge mentale d'ailleurs et le burn-out, un syndrome d'épuisement professionnel, pour le qualifier immédiatement, sont les fléaux du 21e siècle. Alors pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, on aperçoit ça? Parce qu'on peut se dire qu'au XXe siècle, il y avait aussi de l'épuisement professionnel, même s'il pouvait être différent. Le travail n'était pas simple, au siècle précédent non plus, même physiquement. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre sous ce terme un peu tout et son contraire, pour commencer? Alors, pour commencer, déjà, le titre de notre livre, Burn-out, le vrai du faux, il est là parce que, effectivement, on aura tendance à dire, dès qu'on a 10 rendez-vous par jour, ça y est, je suis en burn-out. Non, le burn-out, ce n'est pas ça du tout. Burn-out, c'est un épuisement, en principe professionnel, mais on sait qu'on a des mamans qui sont en burn-out parce qu'il y a une accumulation. Avant d'en arriver au burn-out, il y a ce que j'appellerais la charge mentale. La charge mentale, c'est l'antichambre du burn-out. Donc, à force de se charger mentalement, on arrive à une succession de poids qui fait qu'on est épuisé et pour certains, vont jusqu'au burn-out. Je dis bien pour certains, parce que tous ne vont pas au burn-out. Parce que le burn-out, pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent, c'est vous êtes en forme, vous êtes performant. Le burn-out arrive à des personnes qui sont compétentes, qui veulent contrôler, qui sont brillantes dans leur carrière. Et à un moment donné, boum, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que le matin, vous réveillez, il n'y a plus de jus. On en compterait, François Michalon, à peu près 2,5 millions en France. C'est toujours difficile de savoir comment on estime tout ça, mais ce qui est colossal, rapporté à peu près aux 30 millions d'actifs. C'est effectivement colossal, ce sont des statistiques officielles, je ne me suis pas amusé à les contrôler, mais c'est une réalité. Alors, pour répondre également ou complémenter votre question de tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'on en a plus? Bien tout simplement parce que la société change, évolue très rapidement, et depuis la crise sanitaire, tout s'est accentué. C'est-à-dire qu'il y a eu d'énormes changements dans la société, dans la manière de penser, dans la manière d'être professionnelle. Tout a changé. Vous voulez dire par là qu'il y a eu une bascule au moment de la Covid? Oui. La crise sanitaire a fait basculer le fait d'être enfermé, le fait de prendre conscience d'un certain nombre de choses. On s'est aperçu que bon nombre de personnes, jeunes ou moins jeunes, ont souhaité retrouver du sens dans leur vie. Est-ce que je vous comprends bien? Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, ça veut dire qu'on a commencé à
comprendre et à qualifier beaucoup plus les choses à ce moment-là ? Oui, beaucoup plus, parce qu'effectivement, il existait auparavant, ça a été découvert par un psychologue, si j'ai bonne mémoire, il y a 50 ou 60 ans en arrière, donc... Oui, donc on en parlait déjà, sauf qu'on on n'en parlait pas dans déjà, ce terme. sauf que le terme burn-out n'était pas aussi à la mode, entre guillemets. Donc c'est un terme un peu fourre-tout pour certains, mais prenez en compte que le burn-out existe réellement et que des personnes en souffrent. Et que, comme l'on dit très souvent avec mes 2 co-auteurs médecins, on peut éviter le burn-out et on peut en sortir. Ça, c'est une bonne nouvelle. On verra après, justement. On verra après. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'observer quand même, on regarde un peu dans les autres pays et on prend un exemple, c'est le Canada. C'est quand même la première cause d'absentéisme en entreprise aujourd'hui. Oui, mais absolument. Et ça coûte très cher. Ça coûte très cher aux entreprises. Encore faut-il que les entreprises en prennent conscience et acceptent d'aller sur de la prévention. Alors, il existe aujourd'hui des normes, des réglementations de travail, des qualités de vie au travail qui existent. Il y a des sociétés qui sont vigilantes et qui prennent soin de leurs employés. Et puis, vous avez des très grosses structures qui considèrent que les employés sont des pions sur l'échiquier et puis sans intérêt. Alors, est-ce qu'on fait quand même une différence pour les gens qui nous écoutent, et peut-être pour nous-mêmes d'ailleurs, entre burn-out et dépression ? Oui, c'est différent. Je dirais que le burn-out, c'est sujet à un épuisement, comme je disais tout à l'heure, professionnel, mais encore une fois, vous avez des mamans qui sont en épuisement parce que il faut savoir que la charge mentale touche énormément de femmes et que la charge mentale, mesdames, vous êtes championnes du monde de la charge mentale parce que vous avez beaucoup plus à gérer que nous sur l'assiette. Vous gérez la famille, les enfants, la vie professionnelle, la maison, alors que nous, les hommes, on est un peu plus privilégiés de ce côté-là. Je dis bien en règle générale. Donc, le burn-out, c'est l'épuisement professionnel. La dépression, c'est plus quelque chose qui est relatif à une sorte de tristesse intérieure et qui peut durer très longtemps. Donc, c'est 2 sujets qui n'ont rien à voir. On peut, d'un burn-out, on peut éventuellement tomber dans une dépression. D'accord. C'est déjà arrivé. Alors, on va revenir au monde de l'entreprise, très concrètement, parce qu'on observe quand même, et il y a beaucoup d'articles d'ailleurs qui sont publiés sur ce sujet-là depuis quelque temps, que les postes de managers sont de moins en moins enviés, justement en raison de la pression de toutes parts. La pression de toutes parts, soyons très clairs, c'est les supérieurs hiérarchiques qui vous demandent d'atteindre vos objectifs, et les collaborateurs qui ne sont pas forcément toujours faciles à manœuvrer afin d'atteindre les objectifs donnés par justement les responsables. Donc, il y a une fuite de managers aujourd'hui dans les entreprises à cause de cette charge mentale. Alors, vous avez raison, pas spécialement qu'à travers la charge mentale, c'est parce que, encore une fois, depuis la crise sanitaire, tout a changé, télétravail. Donc les managers ont eu du mal à trouver leur place. Et puis vous avez également un constat, c'est que bon nombre sont managers ou sont devenus managers, mais n'ont pas forcément l'étoffe d'un manager. Ils sont managers parce qu'ils ont eu de bons résultats, mettons financiers, donc ils sont promus, mais est-ce qu'ils ont les capacités à gérer, à manager une équipe, à manager de l'humain, à comprendre l'humain ? Et ça, dans bon nombre de sociétés, on écoute des plaintes par rapport à ça. Alors très concrètement, comment on peut en sortir ? Parce que là, on a fait le constat. On a regardé la situation, mais comment on fait pour en sortir de cette situation ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs possibilités, c'est ce qu'on évoque dans le livre. C'est déjà faire de la prévention, c'est hyper important. Faire de la prévention, c'est-à-dire surveiller votre comportement, regarder si vous changez d'attitude, si vous dormez bien, parce que c'est hyper important, si votre manière de vous nourrir a changé. C'est pour ça que dans notre livre, j'ai le docteur Alain Delabo qui est nutritionniste et on parle de la nutrition, c'est hyper important. Et puis, il y a également une chose qui est très importante, je constate, moi, avec les clients que j'accompagne, c'est qu'il y a énormément de colère, de frustration dans chacun des individus aujourd'hui. On vit dans un monde qui est en pleine effervescence. Or, tout ce qui est colère, frustration, doute, etc., fait que ça vous mange votre capital de paix intérieure, de votre sérénité intérieure. Quand vous manquez de paix et de sérénité intérieure, eh bien, automatiquement, ça part dans tous les sens. Donc, nécessité de retrouver ce bien-être et cette paix intérieure. Vous parlez du sommeil, c'est intéressant parce que on a bien vu dans la classe politique, c'est toujours mis en avant les hommes politiques qui dorment peu. Je pense au premier d'entre eux, pour être très concret, qui dit je dors 4 heures, c'est des superman entre guillemets. En fait, c'est tout le contraire qu'il faudrait faire. Concrètement. Il est évident que vous avez des modes et que certains politiques ont mis en avant qu'ils dormaient très peu parce que très actifs, ça fait bien d'être actif. Ça fait bien, vous avez des entrepreneurs qui disent mais non, mais ça sert à rien de dormir, etc. Au contraire, tu perds du temps, de la rentabilité. Or, le corps humain a besoin de se reposer, le cerveau a besoin de se reposer. N'oublions pas que nous sommes tous des milliardaires en puissance. Milliardaires de par le nombre de neurones que nous avons. Mais ces neurones, ces petites neurones, elles ont besoin de se reposer. Or, si vous vous reposez, ça fait du bien, sachant que le cerveau consomme 20% de votre énergie quotidienne, alors qu'il pèse que 1,3 kg. Donc, nécessité de vous reposer, nécessité de bien vous nourrir. Attention, nourrir en termes de nutrition et nourrir en termes de forme de pensée.
Parce que c'est une nourriture, la nourriture de l'esprit et la nourriture terrestre. Ce sont deux choses importantes. Et puis, une dernière chose qui est très importante, faites du sport. Quand je dis faites du sport, alors j'entends déjà certains, oui, mais moi je suis pas un athlète. Non, mais le sport, c'est, reprenez-le à la dimension étymologique. Faire du sport, c'était jouer. C'est ça, faire du sport. Alors vous pouvez faire marcher, c'est du sport, ça fait du bien. Mais jouer. Or, aujourd'hui, je constate que nombre d'entrepreneurs, de dirigeants, vous et moi, ne jouez plus. Merci François Michelon. On va courir justement vers la dernière chronique. Merci beaucoup François Michelon. Et je rappelle que vous êtes conseiller en stratégie humaine. Moi j'ai pris des notes. En tant que matinalier, il faut qu'on dorme plus aussi. Allez. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Alors Thomas, pour commencer ce matin, votre question, comment travailler pendant la période des JO? Ça arrive. Ben oui, ça arrive. J'ai commencé d'ailleurs à vous rappeler les dates. Les Jeux Olympiques auront lieu du vendredi 26 juillet au dimanche 11 août. Et les Jeux Paralympiques, dont on parle un petit peu moins aujourd'hui, du 28 août au 8 septembre. Alors bien sûr, certains seront en vacances, car ils ont anticipé une période compliquée aux alentours des sites olympiques. Mais pour les autres, comment s'y prendre justement? Il y a forcément le télétravail, Thomas. Oui, pour les métiers qu'ils permettent. Oui, mais ça risque d'être compliqué pour les autres qui doivent utiliser, entre autres, leur véhicule pour se rendre à leur travail ou se déplacer professionnellement. Alors pour les autres, le télétravail va être favorisé par nombre d'entreprises et de salariés. On voit que certaines entreprises ont même décidé de fermer leurs portes durant les JO. Alors justement, côté employeur, comment un employeur peut organiser le travail durant cette période? Il faut savoir que le droit du travail était assoupli pendant cette période particulière. On pourra adapter les horaires de travail en fonction des pics d'affluence dans les transports, voire des fermetures de stations de métro sur Paris, par exemple. Comme je l'ai dit, on peut avoir recours aux congés payés et on pourra adapter la durée du travail pour tenir compte des contraintes des entreprises contribuant aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Il faut rappeler que l'employeur doit être d'accord avec vos dates de vacances, car elles peuvent être fixées d'autorité par lui, tout en ayant pris le soin d'en informer le collaborateur un mois avant. Ouais, quand même. Allez, un dernier point pour conclure, Thomas. Oui, tout le monde évoque les difficultés pour les périodes des Jeux Olympiques, mais il est assez probable que ce sera celle des Jeux Paralympiques qui va, au niveau de la circulation, être très tendue, car tout le monde sera globalement rentré de vacances fin août. C'est ça. Allez, Thomas, on se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio pour oser investir. Et là, vous allez nous parler d'argent et de crédit. À tout à l'heure. Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet.